Alors dans ce chapitre, nous allons parler de l'Asset Pipeline de Ruby on Rails. Alors l'Asset Pipeline, c'est globalement un outil qui va vous permettre de gérer vos CSS et vos JS. Donc c'est un outil qui est fourni par défaut lorsque vous faites un coup de Rails New, mais il faut savoir que si jamais vous êtes déjà à l'aise avec des technologies front-end telles que Webpack, Gulp ou autres, et que vous préférez utiliser ces outils-là pour gérer vos assets, lorsque vous créez un nouveau projet sur Ruby on Rails, vous pouvez mettre le drapeau Skip Sprockets. Globalement, c'est un petit drapeau qui va enlever tout ce dont je vais parler aujourd'hui. Ceci étant dit, pour pas mal de personnes, ça peut être utile, donc je pense qu'il est intéressant d'en parler. Alors, par défaut, lorsque l'on a parlé un petit peu de la structure du framework, on avait vu que tout ce qui était accessible publiquement se trouvait dans le dossier public à la racine. Donc par défaut, dans ce dossier public, on voit que l'on n'a pas d'HTML ni de CSS. Et on a aussi un dossier assets qui lui se situe dans app et qui contenait justement les JavaScript, les images et le CSS. Donc en fait, ce que va faire Ruby on Rails, c'est qu'il va prendre les fichiers qui se situent à cet endroit-là et il va les passer à travers une série d'opérations pour pouvoir ensuite extirper des CSS et des JS particuliers. C'est ce que l'on appelle l'asset pipeline. Donc, à moins que vous ayez mis le petit drapeau que l'on a indiqué, il est configuré et fonctionnel tout de suite. Et on va commencer d'abord par analyser vite fait le CSS. Donc, dans le dossier Assets, on va regarder la partie Style Sheets et on a plusieurs Style Sheets. On a d'abord le application.css. Donc, ça, c'est le fichier important qui va arriver par défaut sur Ruby on Rails. Dans ce fichier, on a des petits commentaires qui permettent d'indiquer ce dont on a besoin. Donc, on voit ici qu'on a un require tree et un require self. Donc le require tree permet d'indiquer, en fait je veux que tu requires dans ce fichier, que tu inclus dans ce fichier toutes les règles qui auraient été définies dans les fichiers qui se situent au même niveau. C'est à ça que sert le point. Donc le require self, lui, permet de dire que si j'ai des règles ici, donc là on va mettre un background color particulier, on va mettre un truc, moi je vais essayer de prendre quelque chose qui agresse pas trop les yeux, on va mettre ça, mais automatiquement il va être utilisé. Donc si je fais ça et que je réactualise ma petite page, je vais voir que, si j'affiche mon code source, j'ai toute une série de règles, et à l'intérieur, je vois que j'ai le applicationself.css qui va contenir la règle que je viens de donner. Au niveau de mon site, je n'ai pas de changement particulier parce que j'ai introduit d'autres règles qui écrasent ce que je viens de faire. Donc je vais revenir sur mon application.html.erb et on va retirer la partie Twitter Bootstrap. Donc je retire la partie JS et je retire la partie CSS pour ne laisser que ce qui avait été fourni par défaut par Ruby on Rails. Et là, si je réactualise, je vois effectivement que ma page a cette couleur-là. En plus de ce fichier application.css, à côté, je vois que j'ai d'autres fichiers qui ont l'extension SCSS. Alors si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça, donc le SCSS est lié à l'utilisation d'un préprocesseur qui s'appelle Sass. Donc il y a une formation destinée à cette technologie sur le site, mais globalement c'est du CSS dans lequel on va pouvoir rajouter des fonctionnalités supplémentaires et pouvoir utiliser des règles imbriquées. Donc ça vous permet d'écrire du CSS plus simplement. Donc ces CSS ont automatiquement été générés lorsque, dans nos commandes, on a généré un contrôleur. Dès qu'on génère un contrôleur, il va générer le CSS et le JS associé. Et c'est pourquoi on a un categories JS, et c'est pourquoi ici on retrouve un categories, et là un categories, et ainsi de suite pour les autres fichiers. Donc pour l'instant, on se focalise que sur le SCSS. Donc par défaut, si j'affiche mon code source, vous voyez ici que je me retrouve avec pas mal de fichiers chargés, il y en a un certain nombre. Et on remarque une première chose, c'est que ces fichiers ont une sorte de petit numéro après. Alors ce numéro, c'est une sorte de signature qui est générée à partir du contenu du fichier. Ça permet ensuite de mieux gérer la mise en cache. En effet, dès que vous allez modifier un fichier, le numéro va changer et du coup, le navigateur ne connaissant pas ce fichier, il va le recharger. Donc ça permet d'invalider le cache. Et ça fonctionne de la même manière pour les JavaScript. En revanche, si vous avez fait un petit peu d'optimisation, vous le savez, charger 3 ou 4 CSS, c'est pas forcément idéal. Nous, ce que l'on aimerait bien, c'est fusionner. Alors par défaut, lui, il génère plusieurs CSS afin que lorsque vous inspectiez votre code, si par exemple j'essaie de comprendre d'où vient la couleur du body, je vois que ça vient du application.css et ça me permet, en cliquant dessus, de comprendre un petit peu d'où ça vient. Lorsque vous lancez votre serveur en production, donc là on va le faire directement depuis le terminal, je fais un coup de Rails S-E production. Donc -E permet de spécifier l'environnement que l'on souhaite utiliser. Donc ça va lancer le même serveur sur le même port. Et par défaut, je vais tomber sur une petite erreur. Parce que la configuration qui est utilisée est différente. Donc la première chose que je vais devoir changer, donc je vais aller dans la partie configuration. Dans la partie secrets.yml, je vais définir une clé manuellement pour l'environnement de test, l'environnement de production. Et en plus de cela, je vais aussi changer la base de données pour que la base de données qui soit utilisée en production soit la même que la base de données par défaut.
Donc là, je vais lui dire, tu extend de défaut, et la base de données que tu vas utiliser, c'est tuto. Bon, c'est pas idéal, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Et là, d'ailleurs, hop, je me dis que je me suis gauré, hop, c'est pas ici, c'est à cet endroit-là. Donc la base de données que l'on va utiliser, c'est tuto, et le username et le password, on va laisser par défaut. Voilà. Donc maintenant, je vais redémarrer mon application. Donc je refais un coup de Rails S en production, et lorsque j'actualise la page, je vois bien que mon site s'affiche. Alors là, c'est juste pour l'exemple. En revanche, si je regarde au niveau du code source, ben je vois que je me retrouve avec un fichier qui s'appelle application.css et un fichier qui s'appelle application.js. Et ces fichiers-là n'existent pas. Si j'essaie de me rendre sur la partie style sheet, on voit que je tombe sur une petite erreur. Donc lorsque vous lancez une application en production sur Ruby on Rails, il faut d'abord précompiler les différents assets, c'est-à-dire lui dire bon j'ai bien travaillé avec le CSS et le JS, maintenant je veux que tu me génères ce que tu utiliseras en production. Donc pour cela, on peut faire un coup de Rails assets precompile. Il nous dit alors qu'il génère des fichiers dans le dossier public, et si je m'y rends donc au niveau de mon éditeur, si je vais dans le dossier public, je vois qu'il a créé un nouveau dossier assets qui va contenir les fichiers fusionnés. Donc il a pris tous les CSS que l'on avait et il a créé un fichier application-un petit h suivi du CSS. Maintenant, si je relance mon application en production, c'est ce fichier-là qu'il utilisera directement. Et si je réactualise la page, je vois que là, il a bien chargé le bon JS et il a bien chargé le bon CSS. Et ça, ensuite, on pourra le distribuer, par exemple, avec Nginx ou Apache, vu que ça se situe dans le dossier public. Donc ça, c'est le processus par défaut. En fait, lorsque l'on travaille en développement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les fichiers et les séparer, histoire de pouvoir débugger plus simplement les choses. Et lorsque vous allez passer en production, vous allez tout compiler en un seul fichier qui va se situer dans le dossier assets. Et tout ça est géré de manière totalement transparente. Vous l'avez vu, on n'a eu aucune configuration à toucher. C'est géré comme ça par défaut. Alors si vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations, au niveau de votre configuration, c'est géré dans les environnements. Si je regarde dans l'environnement de développement, on a tout en bas ici un config.assets.debug à true. Donc ça permet de dire je veux que tu débugs et je veux que tu aies plusieurs fichiers. Si je passe ça à false et que je relance mon serveur de développement, lorsque je vais essayer de me rendre sur la page, il ne va pas générer plusieurs lignes. Il va dire voilà à quoi doit ressembler le fichier fusionné. Et après c'est pas forcément très pratique à débugger. Alors que si vous passez le debug à true, donc là je redémarre le serveur, dans ce cas-là il fera plusieurs appels et ça vous permettra de débugger les choses un petit peu plus simplement. Donc ça fonctionne comme ça pour le CSS et il y a peut-être une petite question que vous pouvez vous poser, comment ça se passe pour les images? Moi par exemple je veux avoir une image à cet endroit-là et l'utiliser dans mon CSS. Quel lien je dois mettre? Alors pour l'essai, je vais ouvrir ce dossier image et dans ce dossier, je vais y glisser une petite image. Donc là, c'est dans assets/image et je déplace une petite image pour Ruby. Et on va l'appeler Ruby. Donc là, on est un petit peu embêté parce que suivant que l'on soit en production ou en développement, l'URL peut changer. Donc je ne peux pas directement lui dire, dans ce SCSS par exemple, je veux que tu mettes pour le body un background et tu utiliseras l'URL, ça sera /image/ruby.jpg. Si j'essaie de faire ça et que je retire ce CSS là, par défaut, lorsque je vais actualiser la page, dans ma partie réseau, il va me dire qu'il ne trouve pas le fichier. Donc on a un ensemble de helpers que l'on peut utiliser qui permettent justement de simplifier les choses. Donc on a deux actions, image URL qui va générer l'URL comme ceci, et image path qui génère seulement le chemin. Et de la même façon, si quelque chose est à la racine du dossier assets, vous pouvez mettre asset URL ou asset path. Moi, en l'occurrence, je mettrai ici image URL et je vais lui dire, donc pour ce background-là, je veux utiliser l'URL de l'image et l'URL de l'image, c'est simplement ruby.jpg. Voilà, c'est un léger petit changement. Automatiquement, si maintenant j'essaie de réactualiser ma page, je vois que j'ai bien le fond avec le petit logo Ruby on Rails. Si j'inspecte mon élément body pour voir un petit peu ce qu'il en retourne, à cet endroit-là, on voit qu'il a mis le chemin /assets/ le nom de l'image et il a mis automatiquement un H, histoire de rafraîchir une fois que l'on aura mis en place le cache côté navigateur. Si ici j'ouvre un nouvel onglet et j'essaie de lancer une précompilation, donc je fais un coup de Rails asset .precompile, il va faire la même chose, il va détecter cette image-là et du coup il va la générer dans le dossier asset. Et hop, c'est ce que je retrouve
dans mon dossier ici, public, et ensuite dans le dossier Assets. On a notre petite image ici. Donc ça fonctionne à cet endroit-là, mais hop, je vais supprimer le code que j'ai écrit ici. Mais ça marche aussi dans vos vues. C'est-à-dire que là, hop, si je vais dans le dossier Assets, Images, on va en mettre une autre. Donc là, je vais aller ouvrir le dossier et je vais aller placer un petit logo de Ruby. Donc on va l'appeler Ruby-logo. Donc ça marche, comme je vous l'ai dit, dans le CSS, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans les vues. C'est-à-dire que si au niveau de mon système, donc on va aller sur la page d'accueil, je ne me souviens plus c'était quoi, hop, désolé, c'était la page hop, donc on va sur page /home.html.erb. Si je souhaite ici mettre un petit logo, je peux utiliser le helper image_tag. Je lui mets le nom de l'image. Ici, ça sera donc ruby-logo.png. Donc je n'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit d'autre. À la limite, je vais peut-être préciser une largeur et on va lui donner une largeur de 100. Parce que par défaut, je crois que l'image est énorme. Voilà, je fais juste ça. Automatiquement, si je me rends sur ma page d'accueil, je vois mon petit logo qui est affiché et encore une fois, il a mis la chaîne qui correspond à la signature de mon fichier. Donc ça va vous permettre vraiment de mettre des images, de ne pas avoir à vous soucier de l'invalidation du cache côté navigateur. Ruby on Rails, lorsque vous allez précompiler les assets, va tout mettre dans le dossier assets. Donc c'est une mécanique qu'il est très intéressant de voir. Donc ça fonctionne pour le CSS et de la même manière, on a la même chose pour le JavaScript. Donc on a un application.js qui est utilisé. À l'intérieur, il require jQuery. Ensuite, il inclut jQuery UJS, ce qui permet de rajouter notamment le support sur les liens, comme on l'a vu, les data-quelque chose. TurboLink, qui vous permet de mettre en place une navigation Ajax, on va en parler juste après. Et ensuite, le require tree, qui permet d'inclure tous les autres fichiers. Et par défaut, les fichiers qui sont générés en Coffee. Alors encore une fois, c'est un langage particulier qui permet de générer du JavaScript. C'est un langage qui est très apprécié auprès de la communauté Ruby, parce que ça ressemble à du Ruby. Mais encore une fois, vous êtes tout à fait libre de changer ces préconfigurations-là. Vous pouvez choisir ici de renommer ça en JS et il l'inclura de la même manière, il n'y a pas de souci. Par défaut, lorsque l'on a créé le nouveau projet, dans le Gemfile, il a mis tout ce qui est lié à cette compilation-là. Donc c'est à ça que sert le drapeau NoSprocket, c'est pour justement enlever ça. On voit qu'il a mis ici Coffee Rails, qui permet de rajouter le support de Coffee. On a Uclifier, c'est ce qu'on le trouve dans la configuration de production. Lorsqu'il génère le JS final, c'est un petit peu plus en bas, il utilise, je ne vais pas le retrouver, l'Uglifier, ce qui permet de générer un code plus minuscule, plus petit. Et après, on a jQuery Rails et TurboLink. Voilà, donc tout ça, ça sert justement à la compilation des assets. Alors, peut-être un dernier petit cas, le cas où on a envie de charger autre chose. Imaginons, vous avez envie de créer un layout différent et ce layout doit utiliser un CSS différent. Donc, dans votre layout application.html.erb, nous on va se dire je ne veux pas utiliser application par exemple, mais je veux utiliser admin.css. Et ça serait un template différent pour l'administration. Donc naturellement, je créerai un nouveau fichier dans le dossier stylesheet et ce fichier je l'appellerai admin.css. Et dans ce fichier là, je vais simplement mettre un petit commentaire. Et dans ce commentaire, je vais faire un coup de require self. Donc je fais un coup de require underscore self. Et ensuite, je peux mettre mes règles. Je vais mettre un body et un background color. On va mettre un truc pas trop agressif. Hop, voilà, du noir. Et on imagine que la couleur du texte soit blanche. Si j'essaie de réactualiser la page, je vois que je tombe sur une petite erreur. Asset was not declared to be precompiled in production. Donc par défaut, en fait, Ruby on Rails n'est conçu que pour précompiler les fichiers qui s'appellent application dans le dossier JavaScript et le dossier stylesheet. Tout le reste, il s'en fout complètement. Donc si vous avez besoin de rajouter des configurations, il faut vous rajouter cette petite ligne-là. On va l'expliquer juste après. Donc vous allez dans le fichier asset.rb qui se trouve dans les initialiseurs. Donc on voit qu'il ne change pas grand-chose pour le moment. Et on peut rajouter en fait des fichiers. Donc on lui dit, dans les fichiers que tu dois précompiler, je rajoute au tableau le admin.css. Du coup, maintenant, lorsque j'essaierai de compiler quelque chose, il rajoutera admin.css à la liste des éléments. Et je n'oublie pas de mettre le rails.application. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas tout copié. Maintenant, je vais couper mon serveur et le relancer. Donc, je fais un coup de rails s.
Et si je réactualise, le admin.css sera pris en compte et du coup, j'ai ce style-là. Donc à chaque fois que vous voulez rajouter des CSS qui diffèrent du application.css ou des JS qui diffèrent du application.js, il faudra aussi le changer. De la même manière, si vous voulez rajouter des dossiers à charger, vous le voyez, on vous donne un petit exemple ici, vous pouvez lui indiquer d'autres fichiers à utiliser. D'ailleurs, dans les dossiers qu'ils utilisent par défaut, il y a d'autres dossiers. Imaginons, j'ai envie d'utiliser Twitter Bootstrap, mais c'est pas quelque chose qui est propre à mon application, c'est quelque chose qui est généraliste. Donc ici, par exemple, dans mon admin.css, je vais lui dire, je veux que tu require, donc on va mettre un point d'interrogation, require, et tu inclus Bootstrap. Si je fais ça et que je réactualise, il va me dire, ah ben moi je sais pas où est Bootstrap. Donc du coup, on va devoir ajouter ce fichier-là. Je vais aller sur Twitter Bootstrap. Je vais prendre juste le CSS. Donc là, on va prendre la version minifiée, on va pas trop se prendre la tête, c'est juste pour l'exemple. Et ensuite, je peux créer le fichier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez le placer ailleurs. Vous avez plusieurs autres dossiers qui sont automatiquement chargés. Vous avez le dossier lib qui contient un dossier assets. Dans ce dossier-là, en général, c'est là que vous allez mettre des assets qui sont externes à votre application. Typiquement, c'est là que l'on mettrait un nouveau fichier, bootstrap.css. Voilà, donc là, je mets mon petit fichier et je dois le mettre dans un sous-dossier que je vais appeler stylesheet. Voilà, je vais le déplacer, j'en suis sûr. Si maintenant je coupe mon serveur et que je le recharge, si je réactualise la page, je vois bien que mon CSS fonctionne correctement. Le Twitter Bootstrap est chargé et j'ai bien la bonne apparence. Enfin, un dernier dossier qui est aussi utilisé, c'est dans le dossier vendor, on a aussi un dossier assets. Donc ça, c'est un dossier que vous n'allez pas forcément toucher directement, mais qui sera utilisé par des librairies externes. Des librairies externes, vous allez pouvoir lui dire « je veux que tu publies les CSS » et il va les placer dans ce dossier-là. Et après, vous pouvez les modifier. Donc lib, en général, c'est là où on va mettre les fichiers qui sont externes au contexte de l'application et que l'on veut réutiliser de projet en projet. Et vendor, ça sera plutôt des choses qui seront utilisées par des gemmes externes. Voilà, donc c'est juste la différence entre ces dossiers-là. Mais globalement, lorsque dans un fichier, vous lui dites « je veux que tu charges un autre fichier », il va le chercher dans le dossier courant, il va le chercher dans le dossier lib et dans le dossier assets. Donc ensuite, si vous ne voulez pas générer les fichiers CSS et JS par défaut, et Coffee plutôt, vous avez la possibilité de définir ça dans la configuration. Donc dans le dossier de configuration, c'est directement le application RV. Comme on l'a fait pour les helpers, vous pouvez ici lui dire que pour les assets, vous voulez que ce soit à false. Maintenant, lorsque vous allez générer un nouveau contrôleur, donc je vais faire un coup de Rails gcontroller et on va l'appeler demo2, automatiquement il ne générera plus les assets associés, il ne générera que le contrôleur et les tests, ce qui vous permet d'éviter d'avoir comme ça ces fichiers poubelles qui ne servent à rien. Donc encore une fois, à adapter suivant les cas. Et enfin, peut-être une dernière petite chose, ça sera plutôt pour... donc ça sera une configuration que l'on réservera pour des projets un petit peu plus avancés, mais vous avez la possibilité de changer et de définir un sous-domaine pour pouvoir délivrer en fait les assets. Dans ce cas-là, il faut changer le action controller et préciser le asset host. Et là, vous changez le nom de domaine. Donc là, par exemple, ça serait cdn.monsuperdomaine.fr. Si vous faites ça et que vous redémarrez votre petit serveur, donc là je refais un coup de Rails S, dès que vous allez utiliser image tag, dès que vous allez utiliser les JavaScript tag et le CSS tag, automatiquement il utilisera ce sous-domaine là. Donc si j'actualise, je vais tomber sur une erreur, mais je vois bien que c'est ces fichiers qu'il essaie de charger. Et de la même façon, si vous n'avez envie de faire ça qu'en production, ce qui est en général le comportement par défaut, vous ne mettez pas directement ça dans le application, mais vous mettez ça dans la partie environnement et dans la partie production. Et là, vous définissez votre configuration spéciale dans votre cas. Donc encore une fois, Ruby on Rails prévoit pas mal de cas, mais il faut savoir adapter sa configuration suivant ses besoins. Donc voilà pour ce qui est du gestionnaire d'assets. Juste un petit point avant de nous quitter sur la partie Coffee et sur les fichiers qu'il inclut par défaut. Donc dans le application.js, on voit aussi que l'on a un fichier qui s'appelle câble.js qui est utilisé. Alors ce fichier, c'est un fichier qui sert au WebSocket. Donc Ruby on Rails dans sa version 5 supporte les WebSockets. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo-là, tout simplement parce qu'il y a une vidéo qui est entièrement dédiée à l'utilisation d'Action Cable et à l'utilisation des WebSockets sur Ruby on Rails.
sachez que si jamais vous ne souhaitez pas les utiliser, il vous suffit d'enlever ce fichier-là de votre require ou de retirer tout le code qu'il y a ici. Autre petit point, qu'est-ce que c'est que ce TurboLink? Alors ça, c'est une librairie qui divise aussi encore une fois un petit peu la communauté, mais globalement, c'est quelque chose qui permet de gérer les liens en Ajax. Alors je vais faire un exemple, je vais enlever ma partie, je crois que je l'ai déjà fait de toute façon, voilà le CDN, donc je vais redémarrer mon petit serveur histoire qu'il prenne en compte ma nouvelle configuration. Voilà. Lorsque je me rends sur article, on voit que le chargement de la page ne clignote pas forcément, c'est-à-dire qu'on n'a pas un gros changement de page. Si j'ouvre ma console et que je vais dans l'onglet réseau, et que je vais ensuite dans XHR, pour voir les requêtes Ajax, mais je vois que lorsque je clique, ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'Ajax automatiquement. Et c'est exactement ce que fait TurboLink. TurboLink va en fait modifier tous les liens et tout ce qu'il y a sur votre site pour que la navigation se fasse en Ajax. Donc lorsque je clique sur éditer, ce qui va se passer, c'est que TurboLink va charger cette page-là, donc il va charger toute la page en entier, il va récupérer la partie body et l'injecter à la place de mon contenu, ce qui permet de donner à l'utilisateur l'impression que ça charge plus rapidement. Et en plus de cela, il va modifier l'historique tout en haut. Et par contre, lorsque vous soumettez un formulaire en particulier, à moins de lui préciser que ça utilise TurboLink, là dans ce cas-là, il utilisera un bon vieux rafraîchissement. Alors pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce qu'on a tendance à oublier ce que fait ce système-là, et ça peut rentrer en collision avec le JS que vous pourriez écrire. Donc je ferai un chapitre dédié à TurboLink plus tard, parce que c'est quelque chose que l'on n'est pas forcément amené à utiliser. Mais si jamais ça provoque des problèmes avec les librairies JavaScript que vous utilisez, vous pouvez temporairement ou définitivement le commenter ou le supprimer pour éviter les problèmes. Encore une fois, il part avec pas mal d'options par défaut, mais vous n'êtes pas du tout obligé de les adopter. Si vous n'êtes pas forcément fan de cette approche-là, vous commentez et vous n'utilisez pas les choses. Voilà, le but de Ruby on Rails, c'est vraiment de fournir un outil qui est prêt à être fonctionnel, et c'est pour ça qu'ils vous mettent pas mal de choses par défaut. Et de la même manière, si vous souhaitez charger jQuery depuis un CDN, ça peut être intéressant de ne pas l'inclure de cette manière-là, et de l'inclure plutôt avec un CDN directement au niveau de votre page. Donc après, à vous d'adapter suivant vos cas.